Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on va reprendre les instincts de survie concernant les survivants solo difficiles. Donc c'était la première série des instincts de survie que j'avais mise en place avec les survivants du jeu. Et cette série d'instincts de survie avait pour particularité le fait de jouer le survivant de la campagne, joué avec un pool de cartes très limité, puisqu'il s'agissait de prendre exclusivement à l'époque la campagne de base, donc la nuit des Zélatrices, et la campagne de l'investigateur en termes de pool de cartes. Alors ça fait un très long moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Je m'étais arrêté à Stella Clark avec les dévoreurs de rêves, puisque bon, j'avais pas eu trop d'appétence à l'égard de Silas Marsh, et puis en plus il y avait déjà eu des vidéos faites par Merlin, notamment à l'époque, concernant Silas. Donc j'avais pas voulu faire quelque chose de trop redondant. Et bon, maintenant que j'ai fini de poncer les clés écarlates avec les chercheurs, je me suis dit que ce serait pas inintéressant de revenir à ce genre de petit challenge avec un pool de cartes plus restreint, puisque c'est ce vers quoi j'avais tendu avec les chercheurs. Au bout d'un moment, j'avais trouvé que toujours avoir le pool de cartes complet, ça faisait beaucoup, et on trouvait souvent le même genre de cartes. Donc on est reparti pour faire du coup certainement les survivants, les derniers survivants, donc Silas et Darrell, et Bob aussi, pour ce genre de petite vidéo. Donc comme d'habitude on verra l'investigateur, le deck et les améliorations possibles vis-à-vis du coup du retour d'expérience que je peux vous faire par rapport à la campagne d'Isthmus. Donc l'investigateur, vous le connaissez, c'est Silas Marsh le marin, qui a 2 de volonté, 2 d'intelligence, 4 de force, 4 d'agilité. Le trait vagabond, sa capacité est une réaction. Après avoir révélé un pion KO lors d'un test de compétence que vous effectuez, renvoyez dans votre main une compétence que vous avez attribuée à ce test, limite d'une fois par round. Son signe des anciens est un +0, vous avez le droit d'attribuer à ce test une compétence de votre pile de défausse. Après la fin de ce test, renvoyez cette compétence dans votre main au lieu de votre défausse. Du coup, il a 9 points de vie, 5 points de santé mentale. Il a une taille de deck de 30, une construction de deck avec des cartes suivantes de 0 à 5, neutre 0 à 5 et des compétences innées de niveau 0 à 2. Bon, globalement, voilà, s'il a c'est de but en blanc un gestionnaire d'ennemis, tantôt par le combat, tantôt par l'évasion, et avec une capacité qui va très bien avec les survivants et qui est quand même très puissante, à savoir voilà, de pouvoir reprendre une carte compétence attribuée si jamais le test rate ou si jamais on veut bénéficier d'effets particuliers a posteriori et non pas sur ce test là. Imaginons par exemple le fait d'attribuer une carte de compétence qui nécessite un effet d'activation si on réussit avec une différence de 2 ou plus, que c'est pas le cas, on peut la renvoyer dans notre main en espérant qu'on réussisse toujours et on pourra la réutiliser par la suite. Donc c'est vraiment très fort comme compétence, il n'y a pas à dire, il a certainement l'une des meilleures capacités du jeu à mon avis, Silas. Après bon, il est très déséquilibré en matière de statistiques, on le voit, 2-2, 4-4, avec aussi surtout uniquement 5 points de santé mentale. C'est vrai que c'est un peu fragile, le fait de coupler 5 points de santé mentale avec 2 de volonté, ça peut être dangereux, il faudra faire attention à ça. Ces cartes signature, puisqu'il en a 2, sont le harpon du changement et le filet de Philas. Ce sont 2 soutiens. Le harpon coûte 3, le filet coûte 2. Ils ont tous les deux des icônes, on va dire, redondantes, c'est-à-dire force libre pour le harpon, agilité libre pour le filet. Petite particularité au niveau des traits, le harpon est une arme corps à corps, un objet. Le filet, lui, par contre, est un objet outil. Donc on sait qu'il y a pas mal de cartes qui vont bien avec les outils, ça peut être intéressant. Et leur capacité est plus ou moins similaire, et bon, ils prennent tous les ans slot de main déjà, mais leur capacité voilà, est très proche, puisque soit on peut combattre avec le harpon, soit on peut échapper avec le filet. On gagne à chaque fois plus 1 de compétences, soit en force, soit en agilité. Si on attribue au moins une carte de compétence à ce test, avec le harpon on fait plus 1 dégât, avec le filet on a le droit d'échapper automatiquement à un autre ennemi avec lequel on est engagé. Et quand le test se termine, on a le droit de renvoyer le soutien idoine dans notre main pour renvoyer toutes les cartes compétences attribuées au cours de ce test au lieu de les défausser.
C'est quand même très intéressant et ça vient bien faire résonance, faire écho avec la capacité de Silas. On voit qu'on peut vraiment recycler et, et rejouer pas mal de cartes de compétences. En tout cas, de nouveau attribuer beaucoup de cartes de compétences. Sa faiblesse signature, le chant des sirènes est une malédiction. Révélation, mettez en jeu le chant des sirènes dans votre zone de menace. En tant que coût supplémentaire pour attribuer une ou plusieurs cartes à un test de compétence, vous devez payer une ressource pour chaque icône de compétence correspondant à ce test présent sur ces cartes. Et pour 2 actions, on peut défausser le chant des sirènes. En gros, le chant des sirènes n'est pas plus embêtant que ça, puisque on a tout le loisir de le défausser moyennant 2 actions, donc c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Par contre, effectivement, il faut le dire, la contrainte que nous donne le chant des sirènes est quand même pas des moindres et vient bien paralyser Silas Marsh si jamais il doit attribuer des cartes à un test de compétence, sachant que c'est bien tout type de cartes attribuées, c'est pas uniquement les cartes compétences. Voilà, ça englobe vraiment le tout. Sur le deck, donc déjà, bon, petit rappel, il s'agit du coup d'un défi avec un pool de cartes limité, donc la boîte de base en 2 exemplaires, la conspiration d'Innsmouth, et j'ai rajouté pour le coup les packs investigateurs, parce que depuis le temps, c'est quand même quelque chose qui maintenant est pleinement ancré dans l'univers des joueurs. Ce sont des packs qui sont achetés généralement assez tôt dans la collection pour diversifier les possibilités de deck building, et ça donne quand même une matière à réfléchir un peu plus au deck building qu'avec juste 2 boîtes. Donc c'est quand même plus intéressant. Les apports ne sont pas non plus méga significatifs, et qui plus est, voilà, ça fait partie quand même de la collection de quasiment tous les joueurs de nos jours. Ce qui donne une possibilité de 41 cartes de niveau 0 et 38 cartes à XP pour Silas au vu de ses contraintes de deck building, survivant 0 à 5, note 0 à 5 et des cartinés de niveau 0 à 2. Donc c'est pas non plus énorme pour le coup. Donc on va dire que sans les starter decks, notamment de Stella et puis après des autres pour les compétences, on va dire que j'aurais vraiment pas énormément de choses à mettre dans le deck si j'avais pas les starter decks. Le deck initial, le voici. Donc, bon, les cartes signatures. Pour l'enquête, on a le vieux porte-clés qui nous vient du pack de Stella. Regardez ce que j'ai trouvé. On a pris évidemment 2 perceptions. Et on essaie, voilà, d'utiliser tantôt apprendre de ses erreurs, tantôt chanceux, pour enquêter à peu près convenablement, même si on voit bien que c'est réellement un point faible du deck. Au niveau de l'enquête, on n'a vraiment pas grand-chose. Particularité aussi, on voit que les courages inattendus serviront certainement pour l'enquête. Au niveau du combat, on n'a que le filet et le harpon du changement, avec les statlines, la statline de Silas, bon, je pense que c'est assez suffisant. En solo, bon, évidemment, là-dessus, on a pris dextérité pour venir jouer davantage l'évasion. Bon, ça, voilà, c'est le retour d'expérience, notamment avec les chercheurs, où j'ai beaucoup joué sur la fuite avec certains, et pas tant sur le combat. Je me suis dit qu'avec Silas, ça pourrait aussi le faire, malgré le fait que ce soit sur Innsmouth. Bon, on a instinct de survie et Prest aussi, en matière d'évasion, qui viennent nous aider pour gagner du mouvement. Donc ça, c'est pas mal du tout. Vous le voyez, une des particularités du deck, c'est qu'on va essayer de venir jouer sur les bénis. C'était pas l'idée originale forcément, mais force est de constater qu'avec le peu de cartes auxquelles on a accès, et qui plus est avec les difficultés d'enquête auxquelles Silas est confronté, c'est pas inutile d'essayer en solo de mettre en jeu un certain nombre de pions bénis pour réussir ça. Donc on a gardé la foi qui va nous permettre d'introduire jusqu'à 8 bénis, on a tenté le sort qui va nous permettre d'en rentrer 6. Ce qui est bien avec ces 2 cartes, c'est qu'elles sont toutes les 2 rapides, donc on perd pas en tempo. Tenter le sort nous rajoute des maudits, mais on prend le symbole de foi qui va nous permettre de convertir ces maudits en bénis. C'est vrai que le symbole de foi, c'est la première fois que je jouais, et franchement, c'était pas si mal que ça. Et ça a permis, voilà, cet afflux de bénis de réussir plus d'un test d'enquête, contrairement à ce qu'on pouvait penser avec Silas. Bon, grand-mère Horn qui est là plutôt pour décorer. Honnêtement, elle n'a pas une utilité particulière, si ce n'est pour tanker notamment des horreurs. Et un petit boost de volonté, voilà, pour essayer de venir pallier cette difficulté au niveau de Silas. Après, vous l'avez peut-être vu, il y a 2 autres cartes, on va dire,
carte signature de Silas dans le deck, il y a Prouesse Nautique et Rêve des Profondeurs, puisque bah, j'ai décidé, comme l'investigateur alternatif existe, de prendre en fait l'ensemble des faiblesses et cartes signatures de Silas. Donc bon, désolé, j'ai pas les cartes en français, mais voilà. Donc Prouesse Nautique a une icône de volonté, une d'intelligence, une libre. C'est une compétence qui a des traits innés et développés. Deck de Silas uniquement, c'est une carte remplacement. Si un pion KO avec un modificateur négatif est révélé durant ce test, le Prouesse Nautique, soit vous piochez une carte, soit Prouesse Nautique gagne 2 icônes libres. Donc c'est intéressant. Et le Rêve des Profondeurs, qui est aussi une compétence avec 2 icônes libres, c'est une malédiction. Deck de Silas marche uniquement en remplacement. Les icônes de cette compétence se soustraient à la place de s'additionner à votre valeur de compétence. Si le test auquel est attribué Rêve des Profondeurs échoue, retournez cette compétence dans votre main. Forcez, si Rêve des compétences est dans votre main à la fin de votre tour, révélez-le et subissez 2 dégâts. Donc c'est, on va dire, pas anodin. C'est vrai que c'est rare de jouer avec l'ensemble des cartes signatures et faiblesses, mais je m'étais dit que c'était l'occasion, c'était voilà une petite reprise. Et puis comme j'avais jamais joué Silas avant, en fait, je me suis dit bah autant tester le grand chelem, on va dire. Puis voilà, et sachant que j'ai pioché Paranoïa comme faiblesse de base. Bon, on a fait un peu le tour là du deck niveau 0. Oui, bien aimé, j'en ai pas parlé, mais voilà, c'est 2 icônes de volonté ou 2 icônes d'agilité. Et ça joue avec les bénis, donc c'est pas trop mal. Comme je jouais sans tabou, j'ai pas pris Signum Crucis, qui est censé être de niveau 2. Voilà. On en a parlé, voilà. Pour l'enquête, ça va être une difficulté. On joue un peu sur l'échec avec regarder ce que j'ai trouvé, apprendre de ses erreurs. Et le vieux porte-clés pour essayer en fait de s'en sortir. Parce que ça va pas être une mince affaire. Et les bénis vont nous aider un peu à nous sortir de là. Au niveau des coûts, bon, on a un deck qui coûte pas grand chose finalement, puisqu'on a quand même 14 compétences. Et sur le reste des cartes, on a majoritairement des cartes qui coûtent 2, donc on devrait s'en sortir, sachant qu'on a pris quand même 2 planques. Et au niveau des icônes, beaucoup d'icônes libres, beaucoup d'icônes d'intelligence, même si elles ne seront pas forcément toutes utilisées en tant que telles, notamment celle de regarder ce que j'ai trouvé. Mais voilà, il en fallait pour faire en sorte que Silas puisse se booster et enquêter sans perdre trop de temps, sachant que bon, regardez ce que j'ai trouvé, va servir dans les 2 cas, tantôt pour ces icônes pour des lieux avec un seul indice, tantôt pour des lieux avec 2 indices pour gagner du temps. Le deck final sur la campagne d'Isthmus, le voici. Donc on le voit, bon il n'y a pas beaucoup d'XP dessus, on a Jacob Morrison qui va nous coûter 6, Faveur du Soleil 8, Antique Traité 10, Chanceux 16 et Implacable 18, donc voilà, pas beaucoup d'expérience de récolter au cours de cette campagne. Bon, déjà de par la difficulté de l'enquête, donc moins de lieux à point de victoire de résolu. Une petite difficulté de gestion des ennemis à point de victoire aussi. Mais après, dans tous les cas, vu le pool de cartes réduit que j'ai, bah, ça m'a pas forcément trop embêté. Et dans les faits, les 2 chanceux, je les ai pris de l'avant-dernier vers le dernier scénario. Et franchement, bon, je savais pas trop quoi améliorer. J'ai pris les chanceux comme ça, pour avoir une pioche de plus et avoir un coup, on va dire un chanceux un peu plus boosté, mais c'était pas forcément nécessaire. Le cœur du deck, vous l'avez vu, vous l'avez compris, c'est quand même les bénis. On a Jacob Morrison qui va nous permettre de gagner plus 2 et de se redresser quand on tire des bénis. Pour ça, on a la Faveur du Soleil qui va venir récupérer les bénis introduits par Garder la Foi et tenter le sort. Et le tout avec l'Antique Traité qui, une fois par tour, une fois par round, va nous permettre en fait de piocher un béni, redresser Jacob et en même temps ne pas repiocher d'autres pions derrière et donc de réussir en fait à enquêter de façon très correcte pour le coup, malgré le fait qu'on joue avec Silas. Autre amélioration, on a pris Implacable. On a remplacé les 2 courages inattendus pour mettre Implacable. Bon, pas de difficulté à ce niveau-là. Et après, en fait, rien de plus. Rien de plus à apporter avec ce deck.
ce qui fait voilà, un total de 18 XP, rien de bien fou. Au niveau des coûts, bon, encore une fois, le deck ne coûte pas cher, surtout que là on a en plus beaucoup de cartes qui coûtent 0 au-delà des compétences. Donc pas de difficulté au niveau des ressources, même si on a gardé les planques, sachant que mine de rien, bah, on jouait pas tant que ça en fait, au-delà de Jacob, la faveur du soleil, franchement le reste n'était pas forcément systématiquement joué. Au niveau des icônes, bah, même topo que tout à l'heure, hein, on a principalement des icônes libres et autant d'icônes d'intelligence que d'agilité, puisqu'on a privilégié l'évasion au combat. Au cours de la campagne, on ne voit quasiment pas d'icônes de combat, que ce soit sur le deck final ou sur le deck initial. Au niveau des améliorations possibles, quelques généralités sur le deck. La campagne a été gagnée, alors non sans difficulté, ça je vous l'avoue, au vu des difficultés de Silas sur l'enquête. Bon, sachez bien que, voilà, que le premier scénario n'a pas été une mince affaire, et c'est pas le seul, le deuxième scénario n'a pas été très facile non plus. Après ça allait mieux, évidemment, mais je ne vous cache pas par exemple que le scénario 4, le récif du diable, je ne l'ai pas joué, j'ai abandonné directement parce que j'ai pas voulu non plus trop me prendre la tête avec ce scénario-là. Au total, il m'a manqué 5 flashbacks, ce qui finalement est pas si mal avec Silas, bon, sachant qu'il m'a déjà manqué tous ceux du récif du diable. Il m'en a manqué un au scénario 3, ce qui fait 4, et puis le dernier, du coup, le dernier du dernier scénario. Donc voilà les 5 flashbacks qui me manquaient. J'ai peut-être fait une erreur, il y en a peut-être 6, parce que je crois qu'il y en a 4 dans le récif du diable, je sais plus. Mais ce qui veut dire qu'au-delà voilà, du récit du diable où là j'ai rien pris, sur le reste finalement Silas il a quand même pas mal assuré. Alors oui, la gestion des ennemis était très limitée, la fuite a été privilégiée et ça m'a joué des tours sur certains scénarios et notamment le scénario 6 et le scénario 3, c'est un peu compliqué. Le deck lui est facile à prendre en main. Voilà, on joue vraiment sur le fait d'attribuer des compétences, ça va quand même très vite, il n'y a pas trop à se poser de questions. On n'a pas 36 soutiens à jouer, il n'y a pas de truc trop comboïde, ce qui vient aussi du fait d'avoir un pool de cartes limité, c'est normal. Mais donc du coup c'est très fluide et on est très content, on a vraiment une grosse satisfaction en fait en jouant les bénis, on en reparlera après, qui nous permettent de tirer notre épingle du jeu très convenablement. Donc ce qui a bien marché au sein du deck, c'est avant tout les différents filets de sauvetage que j'avais. Évidemment, on pense à Chanceux, qui m'a permis de réussir quand même un certain nombre d'enquêtes, surtout en début de campagne, là où c'était assez difficile pour Silas. On pense aussi évidemment dans la même veine à regarder ce que j'ai trouvé, surtout avec ces lieux à 2, voire parfois 3 de valeur occulte. C'est vrai que Silas pouvait se permettre de temps à autre de jouer à regarder ce que j'ai trouvé dans ce genre de situation. On pense aussi à apprendre de ses erreurs, qui a permis de refaire des tests, notamment sur des lieux à 4 de valeur occulte, ce qui permettait du coup d'avoir 4, et derrière d'attribuer une petite perception ou autre chose de façon à réussir le test. Ça pour le coup, ça m'arrive beaucoup de fois de tester un test à une valeur occulte de 3 ou 4, en sachant que j'allais échouer, jouer à prendre de ses erreurs, être à 4, jouer une perception et autre chose derrière, et ainsi réussir. Donc ça c'était vraiment pas mal. Et évidemment par la suite, la machine à chanceux, Jacob Morrison, le capitaine des gardes-côtes. Franchement c'est une carte que j'avais jamais jouée avant et qui est super sympa. Surtout encore une fois en solo, quand on a un Chaos Bag qui est quand même assez rempli en matière de béni, il se redresse en fait très facilement. Donc ça c'est plutôt sympa, surtout que ça combotait bien avec Implacable qui me permettait de venir sortir des pions, tantôt négatifs, tantôt positifs. Souvent je sortais en fait les zéros et le signe des anciens, de façon à augmenter un peu mes chances de sortir les bénis et du coup de pouvoir redresser Jacob et en plus d'avoir la pioche avec la capacité d'Implacable. L'autre chose qui a bien marché, vous vous en doutez un peu, j'ai commencé à le dire tout au long de la vidéo, c'est l'utilisation, le combo des différents éléments bénis. Alors évidemment, on avait le combo faveur du soleil antique traité,
Antique traité qui maintenant a un tabou puisque ça nous concerne que nous. C'est plus qu'un investigateur dans votre lieu, mais c'est quand vous résolvez un pion béni lors d'un test de compétence. Inclinez l'antique traité, ne révélez pas d'autres pions via l'effet de ce pion. Voilà, rien de bien compliqué. L'antique traité est permanent, donc on perd pas d'action à devoir le jouer. La faveur du soleil est rapide, donc c'est pareil. C'est vrai que dans ce deck, il y avait vraiment cet enjeu de ne pas perdre de temps, de ne pas s'enliser et d'avoir pas mal de cartes rapides. Et c'est vrai que beaucoup de cartes bénies dans le deck sont rapides. Faveur du soleil, garder la foi, tenter le sort. Donc avec tout ça, on allait quand même très très vite et on arrivait à révéler beaucoup de pions bénis au cours de la partie. Avec l'antique traité, on avait un +2. Je reprends mon exemple avec apprendre de ses erreurs. Lieu à 4. Bon bah, lieu à 4, soit je pouvais avec apprendre de ses erreurs me mettre à 4 avec un deuxième test, soit je pouvais utiliser la faveur du soleil. Parfois même, enfin une fois, il y avait un lieu à 5 ou 6 et en fait en faisant apprendre de ses erreurs plus la faveur du soleil et l'antique traité, j'ai réussi le test. Et quand j'ai une fois, non, ça a été plusieurs fois pour le coup. Évidemment, le tout avec Jacob Morrison, ça marchait très très bien. Et on est venu mettre évidemment ça avec le symbole de foi, garder la foi et tenter le sort pour mettre beaucoup de bénis et convertir les quelques pions maudits qu'on a en pions bénis. Sachant qu'il y a certains scénarios qui parfois mettent en jeu des pions maudits, donc on pouvait les convertir avec symbole de foi. C'était un bon petit moteur de bénis, même si c'était pas le plus important. C'est pour ça qu'on est passé de 2 exemplaires à un seul sur la fin. Sachant qu'en plus on avait un pouvoir de pioche plus important grâce à Implacable, qui est un peu la carte signature cachée de Silas. Ça, je reviens pas dessus. Implacable, Omen en a suffisamment parlé dans la recherche ésotérique dédiée à Silas. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. C'est vrai que Implacable, c'est clairement la carte signature cachée de Silas. Dans les améliorations, pour le coup, il y a vraiment la gestion des ennemis. Alors déjà, on était sur Innsmouth, il y a un peu plus d'ennemis dans Innsmouth qu'ailleurs. Ils sont un peu plus embêtants. C'est vrai que là-dessus, honnêtement, Silas, il s'est pas illustré. En ayant que le harpon et le filet, j'avais pas pléthore de possibilités de gestion des ennemis. J'aurais pu envisager peut-être d'autres choses. J'aurais pu envisager peut-être la tronçonneuse. Mais c'est vrai que la tronçonneuse coûte 4, elle prend les 2 slots de main, j'aurais pas pu utiliser le vieux trousseau de clés. Bon, honnêtement, sur le début de la campagne, le vieux trousseau de clés était vraiment essentiel. Faut dire ce qui est, sans ça, Silas aurait jamais pu avancer en termes de récupération d'indices. Par contre, c'est vrai qu'une fois que le module béni était installé, concrètement, c'est vrai que le vieux trousseau de clés, j'en avais plus tant besoin que ça. C'est vrai qu'entre Jacob, les bénis, l'antique traité, apprendre de ses erreurs est même chanceux. Bon, j'aurais peut-être dû inclure à un moment la tronçonneuse pour en fait avoir un peu plus de peps sur la gestion des ennemis et du coup récupérer peut-être plus de points de victoire, donc plus de points d'expérience et avoir un deuxième exemplaire de tronçonneuse. Parce que c'est vrai que bon, le harpon ou le filet m'ont aidé quand même à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que dès lors qu'il faut commencer à taper du Océros ou ce genre de choses de façon, on va dire, récurrente, c'est un peu limité. Autre possibilité, en termes de gestion des ennemis, j'aurais pu essayer de prendre 2 justesses, qui nous vient de la boîte de base, pour en fait venir remélanger des ennemis dans le deck rencontre. Et du coup éviter d'avoir un peu trop d'ennemis chasseurs qui me poursuivent. Ça, c'est vrai que, surtout sur le scénario 3, je pense que ça m'aurait aidé. Parce que c'est vrai que dès lors qu'on a je sais pas combien de profonds qui nous poursuivent, pouvoir en remettre dans le deck de rencontre avec la valeur d'agilité qu'a Silas, ça c'est quand même assez bien. Alors un danger particulier dans ce deck, c'est le combo des faiblesses. Là vraiment j'ai pas eu de chance en fait. C'est pas que j'ai pas eu de chance, mais je me suis pas rendu compte de ce que je faisais. Et après derrière sur le tirage de la faiblesse de base aléatoire, j'ai pas eu de chance puisque on a le chant des sirènes, les rêves des profondeurs et paranoïa. Concrètement, il m'est arrivé une fois de en fait avoir un enchaînement de malchance, à savoir que sur un test implacable, je pioche le chant des sirènes. Ok, c'était ma dernière action, pas de souci. Phase d'entretien, je pioche paranoïa, j'ai plus de ressources.
Et derrière, je sais plus ce qui se passe, mais je repioche une carte qui fait que je pioche les rêves des profondeurs. Bon alors là voilà, les trois faiblesses étaient collées l'une à l'autre, mais de façon globale, même quand elles ne sont pas collées l'une à l'autre, il y a eu une autre fois où elles ont été dans un temps très rapproché. Et en fait, bah, ça nous met carrément dans le mal, parce que dès lors qu'on n'a plus de ressources avec Silas, si on se débarrasse pas du champ des sirènes parce qu'on a trop d'ennemis sur nous, ce qui avait été le cas, c'était au scénario 3, cette histoire. C'était au scénario 3, ça avait été terrible. J'avais des profonds qui me poursuivaient de partout. Et en fait, j'avais pas de ressources pour pouvoir virer euh, les rêves des profondeurs, parce que pour l'attribuer, il fallait que je paie de ressources, puisque les icônes correspondaient au test, même si elles se soustraillaient. Et comme j'avais pas de ressources, bah, en fait, j'étais complètement bagué. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que j'ai laissé dans le deck les deux jeux de signature et de faiblesse, mais il faut quand même le prendre en compte. Quand on commence en plus à avoir un pouvoir de pioche important avec implacable, qu'on pioche deux cartes de plus par tour, voire que parfois on en pioche 4 dans le tour, bah, c'est vrai que, mine de rien, ça peut vraiment gripper la machine et se prendre les dégâts 2 par 2 à la fin de chaque tour. Pour peu qu'on ait des ennemis avec soi, on transpire vite, hein. Donc ça, il faut l'avoir quand même présent à l'esprit. Si jamais vous voulez jouer en multi, alors je reviens là-dessus, si là c'est un gestionnaire d'ennemis, si vous êtes en binôme, voire plus, honnêtement, bon, déjà on oublie de quoi enquêter, donc il faut impérativement avoir la tronçonneuse. Ou en tout cas, si vous avez une collection plus importante, si vous décidez de jouer avec une collection plus importante, il faut multiplier et ou diversifier les cartes qui permettent de mettre des dégâts. On a par exemple Force Brute, c'est une compétence qui est innée, qui va super bien avec Silas. Ça, effectivement, voilà, faut la jouer. Il ne faut pas hésiter à la renvoyer dans sa main pour pouvoir bénéficier d'autant de dégâts supplémentaires. Le harpon, c'est pas mal, la tronçonneuse, c'est mieux. C'est vrai que là-dessus, bon, moi, on l'a vu, j'aurais pu inclure le Derringer 18. Bon, après, c'est pas non plus la folie, le Derringer 18, concrètement. Donc, bon. Mais je pense que la tronçonneuse, c'est pas mal. Après, voilà, il y a la masse. Bon, la masse, c'est pas la meilleure arme du jeu. Bon, néanmoins, moyennant un peu de gain d'action, avec. Ah, pas avec vif d'esprit, mais avec présence d'esprit, ça peut être intéressant. Et après, comme si là c'est un gestionnaire d'ennemis, vous pouvez évidemment venir le binômer avec un enquêteur qui peut, bah, du coup, peut-être essayer de tanker un peu les horreurs ou de l'aider à gérer le deck de rencontre pour éviter qu'il se prenne trop d'horreurs. Autre possibilité, évidemment, Silas, on l'a vu là avec les bénis, ça marche vraiment bien. Alors, en multi, les bénis, c'est pas automatique, mais il y a moyen, je pense, notamment en duo, de venir faire un binôme Silas avec Sœur Marie ou Père Mathéo, qui eux joueront plutôt l'enquête et qui vont permettre à Silas de continuer à bénéficier des pions bénis tout en continuant à en mettre dans le Chaos Bag. Bon, sachant que, attention, la logique bénie des gardiens, c'est plutôt de la rétention de bénis. La logique survivant, c'est plutôt l'utilisation des bénis. Donc si vous jouez Sœur Marie, il faut faire attention de ne pas avoir trop de rétention des pions bénis parce que ça pourrait venir nuire à Silas. Il faut que Sœur Marie elle ait un peu plus d'introduction de bénis que de rétention. Je parle de la Lance-Sainte, je parle de Nephthys, je parle du... Ah, pas du livre des psaumes, mais du rituel de sanctification. Voilà, tout ça, ce sont des cartes qui jouent sur le facteur rétention. Et du coup, Silas, ben, en fait, il n'aura pas les bénis dont il a besoin. Père Mathéo, c'est différent, parce que comme il a accès à toutes les cartes bénies, il peut jouer garder la foi. Donc là, vous auriez 4 garder la foi de jouables pour 2. 4 tenter le sort aussi. Franchement, c'est pas mal du tout. Évidemment, il faudra coupler l'antique traité avec le traité sacré, de façon voilà, à faire en sorte que les bénis aient vraiment une bonne
une bonne récupération, un bon recyclage, ou alors ne pas les gaspiller. Voilà. Ben voilà ce que j'ai à vous dire sur Silas. Bon, c'est un deck atypique, on va dire. Je sais que peu de monde joue avec des collections limitées, mais c'est un exercice qui est très intéressant et qui nous permet de appréhender à nouveau le jeu et notamment des mécaniques qu'on a peut-être mises de côté, ou en tout cas se forcer à faire des decks auxquels on n'aurait pas pensé et qui finalement marchent pas si mal que ça. Alors encore une fois, certes la campagne est gagnée, après je vous le dis, c'est pas la campagne sur laquelle j'ai pas roulé sur la campagne, c'est pas vrai. Le scénario 4, je l'ai abandonné. Le scénario 7, bon bah comme à mon habitude, ce scénario-là, ouais, je sais pas, je n'y arrive pas, je m'y prends pas correctement, donc j'ai fait que la première partie et je me suis barré. Après, c'est sûr que voilà, sur les scénarios un peu plus pas sympa mais différent, le scénario 5, le scénario 3, voilà, ça marche quand même un peu mieux. Donc bon, n'hésitez pas évidemment à commenter, à me dire vous si vous avez déjà joué un Silas comme ça béni, à proposer aussi des decks bénis, parce que c'est quand même une mécanique qui est très sympa, avec laquelle on peut faire pas mal de choses intéressantes. Et pas qu'avec Silas, évidemment, Sœur Marie, Tommy, même William Murray, moi j'ai réussi à faire des trucs pas trop mal avec ça. Évidemment, likez, ça aide toujours la chaîne, et partagez. D'ici à la prochaine vidéo, d'ailleurs, qui devrait soit parle déjà d'Innsmouth ou devrait parler d'Innsmouth, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.